Bonsoir, donc nous n'avons pas d'invité ce soir et je vais faire un petit exposé en vue d'un débat aussi large que possible sur des mots qu'on a beaucoup prononcés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, où on parle à tort et à travers de révolte, d'insurrection, même de révolution. Alors, il faut s'entendre sur le sens de ces mots et procéder à cette occasion à quelques révisions d'ordre historique. Naturellement, je ne connais pas dans le détail tous les événements que je vais évoquer et je compte sur vous pour m'apporter tous les compléments et éclaircissements qui seront nécessaires. Donc, 3 parties, la révolte, l'insurrection, la révolution, c'est simple. Je dirais quelques mots très courts sur la révolte, parce que c'est quelque chose que l'on connaît assez bien. D'abord, on en vit une en ce moment, c'est la révolte des Gilets jaunes, c'est une vraie révolte spontanée, toutes les inorganisées, confuses, contradictoires, lourdes de tension. Nous voyons tout cela soit directement, soit à la télévision. Mais toutes les révoltes ne sont pas comme cela. Les révoltes sous l'Ancien Régime, notamment, étaient des révoltes dirigées. Arlette Joanna a fait, il y a très longtemps, un livre qui s'appelle « Le devoir de révolte », dans lequel elle montre que les gens qui se révoltaient allaient chercher des autorités, en général nobiliaires, pour conduire leur révolte. C'est encore ce qu'on a vu au début des guerres de Vendée, où les insurgés allaient chercher Charette et quelques autres pour conduire leur mouvement. Donc la révolte n'est pas nécessairement anti-autoritaire. Elle pouvait en tout cas, autrefois, avant la Révolution française, être une révolte avec un certain nombre d'autorités traditionnelles contre l'autorité de l'État ou contre telle ou telle autre forme d'autorité. Dans la période moderne, Jacques Ellul notamment l'a très bien montré. Ellul, grand sociologue des années 70, 60-70, l'a très bien montré dans ses livres sur la révolte et sur la révolution. La révolte, c'est quelque chose qui naît d'un sentiment de l'intolérable, c'est une définition classique, et qui se fait en fonction d'un ennemi que l'on conteste et que l'on cherche à abattre. Alors, bon, il y a toutes sortes de révoltes comme ça, l'histoire en est pleine, un peu dans tous les pays. Les Gilets jaunes sont partis également d'un sentiment de l'intolérable et ont visé un ennemi, Emmanuel Macron en personne. En tout cas, c'était l'ennemi principal au début de leur mouvement. Mai 68, dont on a parlé très très souvent au mercredi de la Nare et encore en juin dernier avec Gérard Leclerc, Olivier Germain-Thomas, Philippe Arondel, est une révolte plus complexe. C'est une révolte, c'est pas une révolution. C'est une révolte estudiantine, et vous savez qu'on oublie toujours le mouvement ouvrier, qui n'est pas du tout révolutionnaire, qui est réformiste, qui vise à obtenir un certain nombre d'avantages qu'effectivement ils ont obtenus par le biais des syndicats avec les accords Matignon. Donc je n'insiste pas sur mai 68. Je passe tout de suite, et là encore très rapidement, à la question de l'insurrection, qui est quelque chose de facile à comprendre, de bien repérer dans l'histoire. C'est l'insurrection de la Commune de Paris, qui est à la fois populaire et patriotique, ou l'insurrection parisienne de 1944, qui est plus particulière et dont je reparlerai dans la mesure où je pense que c'est plutôt un mouvement révolutionnaire qu'une insurrection, une simple insurrection. Le sujet le plus compliqué, c'est naturellement la question de la révolution. On sait que la révolution, à la différence de la révolte, suppose un projet révolutionnaire, en général, et que
l'important, enfin il y a beaucoup de sortes de révolutions. Jacques Solé, il y a bien longtemps, nous avait expliqué en présentant son livre sur les révolutions que il fallait se sortir du schéma marxiste dominant qui est axé sur la révolution de 1917, dont nous allons naturellement reparler, pour se souvenir de toutes les révolutions du XIXe siècle, qui ont été des révolutions libérales et nationales, que ce soit la révolution belge ou les mouvements qui ont conduit à l'installation de pouvoirs politiques nationaux en Bulgarie, en Roumanie, etc., lors des mouvements d'indépendance nationale. Donc, il y a beaucoup de révolutions libérales, celle de 1830 en est une, on en a parlé dans Royaliste récemment, qui aboutit à un changement de dynastie et à une transformation assez importante dans les rapports sociaux et dans la conception également du pouvoir. Donc il y a tout ce mouvement des révolutions libérales. Et puis il y a naturellement les mouvements qui sont les grandes références dans les débats politiques, c'est-à-dire la commune révolutionnaire, la révolution russe de 1917, la révolution également moins connue qui se déroule au début de la guerre d'Espagne, et enfin, je dirai un mot de la révolution de 1944, et je vous dirai pourquoi j'estime que c'est une révolution. Alors, ces 4 révolutions se caractérisent par l'apparition d'un phénomène de double pouvoir, ce qui montre bien que nous ne sommes pas en ce moment dans une situation révolutionnaire déclarée. Il n'y a pas de double pouvoir en France. Il y a une révolte d'une fraction de la société, mais elle ne s'est pas constituée en pouvoir rival du pouvoir établi, contestant la légitimité et prétendant remplacer la légitimité du pouvoir établi par une autre légitimité. Dans les mouvements qui ont fasciné les opinions publiques et les militants politiques depuis le XIXe siècle, il y a au contraire, on voit ces phénomènes de double pouvoir qui apparaissent dans le mouvement, dans la dynamique de la révolution. C'est le cas, alors le phénomène de double pouvoir est issu d'une théorie plutôt trotskiste. Moi j'ai appris ça à Sciences Po, où à Sciences Po, école de la bien-pensance à tous les égards, j'avais un professeur d'histoire en première année qui était trotskiste. Gérard Vincent, auquel je rends hommage, c'est un très très bon prof, et il nous avait fait lire un livre bien oublié de Pierre Brouet, qu'on a reçu au Mercredi de Lanard il y a bien longtemps, et qui était un grand historien trotskiste. Et ce livre, Pierre Brouet, Émile Témim, je crois, s'appelle « La Révolution et la guerre d'Espagne », qui est un livre extrêmement intéressant, qui montre justement comment se crée un phénomène de double pouvoir dans certaines situations. Et ce phénomène de double pouvoir, il apparaît très nettement sous la Révolution française, pas en 89. 89, c'est une révolution sans révolutionnaire, comme nous le disait Jacques Solé, mais en 1792, au moment où l'insurrection abat la monarchie, la prise des Tuileries, le 10 août 1792, et c'est une insurrection qui aboutit le lendemain à l'institution de quelque chose qui est spécifique, d'un pouvoir qui est spécifique, qu'on appelle la commune révolutionnaire. La commune révolutionnaire est quelque chose qui se constitue à côté du pouvoir légal. Et le pouvoir légal, c'est l'Assemblée législative. Et se crée, à partir de ce moment-là, une dialectique complexe entre la Commune de Paris, qui regroupe les éléments les plus radicaux de la Révolution française, et l'Assemblée législative, qui, à ce moment-là encore, n'est pas dominée par les Jacobins. Ça sera le cas au moment de la Convention. Donc, on voit se créer à ce moment-là un conflit larvé ou ouvert entre l'Assemblée législative, le pouvoir légal, et la commune révolutionnaire.
avec au sein de la commune révolutionnaire des gens qui seront les hébertistes, etc. Et c'est une lutte qui est violente. Le double pouvoir, en général, se traduit par des logiques de terreur. Et c'est ce que fait la Commune de Paris, c'est ce que fera également, ce que feront les milices populaires en Espagne, dans la Catalogne de la guerre civile. On commence par éliminer tous les ennemis. Les nobles, tous ceux qui ont une sale tête, c'est des colères, des éliminations qui sont aveugles, en général, qui sont à la tête du client et qui sont naturellement éradicatrices de tout ce qui semble s'opposer au nouveau pouvoir révolutionnaire qui agit en concordance avec la rue. La rue, ce sont les sections de sans-culottes, ou du moins une majorité de sections de sans-culottes, qui envoient des délégués à la commune révolutionnaire et qui, justement, mènent l'action jusqu'au massacre dans les prisons, etc. Toutes sortes d'événements bien connus de cette période-là. Mais, à la différence de la Révolution de 1917, le double pouvoir aboutit finalement à la domination du pouvoir légal et à la défaite de la commune révolutionnaire. Ce sont les Jacobins, en fait, qui sont les mieux organisés, les plus cohérents, qui, en fait, prennent en main la commune de Paris, les éléments de la commune rassemblés à l'hôtel de ville, et qui les orientent en fonction de leurs propres intérêts stratégiques. Et après la législative, au moment de la Convention, les Jacobins se servent de la Commune de Paris pour faire pression sur l'Assemblée et pour leur permettre d'éliminer ce qu'on appelle les Girondins, qui sont en fait les Brissotins, et qui sont effectivement éliminés par le concours de la rue, mais ce n'est pas un concours spontané, c'est un concours qui est sollicité par les Jacobins pour éliminer leurs adversaires au sein de la Convention. Ensuite, eh bien, les Jacobins se préoccuperont et réussiront à contraindre la Commune de Paris et à la réduire à fort peu de choses. Son rôle va décliner tout au long de la Convention, dans la mesure où ensuite le comité de salut public s'institue et entend régner en maître, et la commune, finalement, après avoir passé divers épisodes électoraux et divers épisodes politiques, se contentera en fait de reprendre le rôle classique d'une commune, c'est-à-dire des problèmes de gestion de la capitale. C'est un phénomène qui est parisien, qui ne s'étend pas en province, dans la mesure où la province elle-même est livrée à un certain nombre de phénomènes de guerre civile, non seulement en Bretagne et en Vendée, mais également à Lyon, etc., comme vous le savez. Donc c'est là que, pendant la Révolution française, on voit apparaître ce phénomène de double pouvoir qui se traduit par une lutte au bénéfice de l'Assemblée dominée par un parti cohérent. Avec la Révolution russe, on voit le phénomène contraire se développer. C'est-à-dire là aussi un phénomène de double pouvoir, mais le triomphe du pouvoir le plus révolutionnaire sur le pouvoir le moins révolutionnaire. C'est, comme vous le savez, après la révolution de 1917, de février 1917, l'institution d'un double pouvoir qui est vraiment installé dans un palais, au palais de Tauride, à Pétrograd, comme on dit à l'époque. Et il y a deux ailes dans le palais de Tauride, et il y a une aile qui est occupée par le soviet des ouvriers et des soldats, et une autre aile qui est occupée par la Douma, c'est-à-dire par l'Assemblée, tenue par les acteurs de la Révolution de 1917 qui ont désigné un gouvernement. Vous connaissez les principaux acteurs, le prince Lvov, Miliukov et quelques autres,
qui sont ou des socialistes comme Kerensky, ou des monarchistes constitutionnels comme Milioukov. Et les deux ailes du palais de Tauride vont très vite s'affronter, puisque quand il y a double pouvoir, il y a une logique d'affrontement qui se développe, et c'est toujours un affrontement violent. Comme au moment de la Révolution française, la violence, c'est une violence dans la rue, c'est une violence visant à éliminer, c'est une violence terroriste. Les foules russes sont chaleureuses, comme vous le savez, surtout quand la vodka coule à flot. Et effectivement, il y a eu très vite des éliminations de bourgeois, de nobles, d'officiers, dans le contexte d'une guerre. La Russie est en guerre, il y a des régiments qui sont à Petrograd, qui se sont révoltés. Un régiment a déclenché la révolution de février, et il y a une ambiance qui est... il y a des ouvriers, bien sûr, des grandes fabriques de la ville, mais il y a surtout des soldats qui sont des paysans en uniforme et qui participent plus ou moins à l'événement révolutionnaire, et toujours de façon extrêmement violente, avec des régiments qui se rallient aux soviets beaucoup plus qu'au gouvernement légal. Et alors je ne vais pas vous raconter l'histoire de la Révolution russe, ça serait trop long, trop compliqué, je ne la connais pas par cœur, mais la dynamique est connue. Le putsch de Kornilov permet aux bolcheviks de se présenter en défenseurs de la révolution menacée et du gouvernement légal, et à la suite de manœuvres d'appareils, Lénine et ses partisans, qui sont en fait les seuls à vraiment savoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire la prise du pouvoir et la guerre civile en vue d'éliminer leurs adversaires, Lénine et ses partisans manœuvrent de telle sorte que ils en viennent à dominer le soviet des ouvriers et des paysans, et en octobre à envisager la prise de pouvoir, qui ne se fait pas comme on l'a vu au cinéma, pas du tout. C'est une prise du pouvoir qui est par petits bouts, par petits moments. Le pouvoir légal, la Douma, le gouvernement Kerensky est un gouvernement paralysé qui n'a plus beaucoup de troupes, que c'est les troupes désertes, et les bolcheviks, avec d'autres, avec les socialistes révolutionnaires de gauche, avec d'autres socialistes, d'autres groupes, prennent peu à peu le pouvoir dans Petrograd, avant de prendre extrêmement facilement le palais d'hiver, parce que tout simplement le gouvernement légal s'est complètement décomposé. Donc on a là effectivement une prise du pouvoir par on ne peut pas dire la base révolutionnaire, puisque c'est un parti, de même que le parti jacobin sous la Révolution française, c'est un parti qui a une stratégie, qui l'applique efficacement, qui voit toutes les failles de l'adversaire, qui exploite toutes les faiblesses des alliés socialistes ou socialistes révolutionnaires de gauche pour s'imposer et pour faire prévaloir son point de vue, puis une dictature qui se met en place très rapidement. Donc ça, c'est le deuxième cas. Le troisième, c'est celui de la guerre d'Espagne. Pas très connu, on pense toujours à l'affrontement majeur entre les franquistes et les républicains. C'est au sein du camp républicain, en Catalogne, que se développe ce phénomène de double pouvoir. Au moment vous savez que l'insurrection militaire échoue dans un certain nombre de villes, sinon il n'y aurait pas eu de guerre civile, à Madrid notamment et à Barcelone. Malraux a raconté ça dans l'Espoir magnifiquement. Et à ce moment-là, en Espagne, en Catalogne, il y a justement un phénomène de double pouvoir qui se constitue. Il y a le gouvernement de la généralité, normale, légale, présidé par Luis Companys, et de l'insurrection, de la contre-insurrection populaire, se constituent les milices qui ont repoussé les franquistes, qui ont battu les franquistes dans la rue,
qui sont des milices essentiellement anarchistes, de la CNT et de la Confédération nationale du travail et FAI, Fédération anarchiste ibérique, et leurs alliés du POUM, du Parti ouvrier d'unification marxiste, qui est plutôt proche des trotskistes, repoussent donc les franquistes, les battent militairement, et les milices entendent rester sur le terrain. Et se constitue un comité central des milices avec des délégués des différentes milices, de même que sous la Révolution française, il y avait eu cette commune constituée des représentants des différentes sections de sans-culottes. Et il y a donc, dans d'autres villes, il y a des tentatives comme ça, un peu plus complexes, mais ça ne se développe pas beaucoup, aussi nettement qu'à Barcelone. À Barcelone, il y a vraiment ce pouvoir qui est également très vite conflictuel. La terreur se développe contre les prêtres, contre là encore, les bourgeois, les propriétaires terriens, etc., etc. Et dans un premier temps, le gouvernement, la généralité compose avec la rue, tout simplement parce que la rue, c'est des gens qui sont armés et qui ont la supériorité militaire. Et ensuite, il y a un retournement qui est non violent, au moins dans une première phase, qui se fait à partir du moment où Largo Caballero devient préside le gouvernement de Front Populaire, qui réalise une alliance entre les socialistes, les communistes, les syndicats UGT, et qui obtient le soutien, bizarrement, de la CNT, des anarchistes. Et la constitution de ce gouvernement, qui a une raison d'être, c'est de lutter contre les offensives franquistes qui sont extrêmement pressantes sur Madrid, ce gouvernement réalise cette unité, ce qui entraîne la dissolution du comité central des milices à Barcelone dès septembre 1936, et ensuite, phénomène encore plus étrange, les anarchistes entrent dans le gouvernement de Front Populaire et on leur accorde 4 ministères, dont celui de la justice et quelques autres. Donc ça, c'est le premier temps. En 1936, donc le pouvoir légal, la République espagnole, le gouvernement de Front Populaire, arrive à neutraliser et à mettre de son côté les milices révolutionnaires. Dans un deuxième temps, un de nos invités l'évoquait en parlant de George Orwell, dans un deuxième temps, en mai 1937, le Parti communiste est à cette époque-là extrêmement influent, notamment à cause de l'aide russe, et il décide d'éliminer à Barcelone les groupes armés qui ont continué à exister, même si le comité central des milices a été dissous, les groupes armés anarchistes et les militants du POUM sont restés. Certains locaux dont le central téléphonique de Barcelone est toujours occupé par les anarchistes, et le gouvernement, et surtout les communistes, sous les ordres de camarade Staline, décident d'éliminer ces éléments. Et ce sont les journées de mai 1937 à Barcelone qui font l'objet d'une des séquences du film de Ken Loach, un beau film de Ken Loach, Terre et Liberté, où on voit justement dans les premiers moments les milices qui sont au front de Catalogne, qui se battent, qui ensuite sont reprises en main par l'armée, où on donne le choix, rentrer dans l'armée républicaine ou bien disparaître. Et après, il y a ce conflit entre les groupes anarchistes et poumistes de Barcelone et les autorités légales et les régiments de garde d'assaut envoyés de Madrid. Donc c'est une défaite également pour ceux qui voulaient une révolution, mais finalement se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas faire en même temps la révolution et la guerre civile contre les franquistes. Donc ça c'est le troisième élément. Le quatrième, c'est
ce sont les événements de 1944, qui sont également des événements révolutionnaires dans la mesure où on voit se constituer, à partir de 1943, un phénomène de double pouvoir. Il y a le gouvernement, l'autorité de fait, qu'on appelle gouvernement de Vichy, d'une part, et d'autre part, le Comité français de Londres, qui devient gouvernement provisoire de la République française à Alger. Et ce gouvernement et les différents services, comme vous savez, de la France libre, organisent d'une part le CNR, c'est bien connu, qui est déjà une sorte de gouvernement de l'ombre, qui réunit toutes les forces de la résistance, qui dispose de l'armée secrète et des FTP, c'est également bien connu, des réseaux également qui sont dans l'administration, qu'on appelle le noyautage des administrations publiques, et qui sont justement prêts à prendre en main le pouvoir, et aussi dans la phase pré-insurrectionnelle et pendant la phase insurrectionnelle, sur tout le territoire, le BCRA, c'est-à-dire les services secrets gaullistes, envoie en France des délégués militaires régionaux qui prennent en main, en fait, non sans difficulté d'ailleurs, qui prennent, parce que chacun tient à son organisation, qui prennent en main les maquis. Et le rôle de ces délégués militaires est très peu connu. Il y a un livre qui a été publié il y a 2 ou 3 ans qui montre que, en fait, Londres a, de façon très autoritaire, en fait, pris en main la résistance, toutes les unités de résistance, essayé de les fédérer. Le rôle de ces délégués était à la fois militaire et politique, et pour justement faire en sorte que l'insurrection armée soit aussi coordonnée que possible. Et c'est ainsi que très vite le pouvoir peut tomber lors de l'insurrection parisienne, avec très peu de gens d'ailleurs. Nous avons reçu au mercredi d'Anard, il y a bien longtemps maintenant, Léo Hamon, qui a été un des combattants de l'insurrection de Paris et qui est allé prendre l'hôtel de ville avec 3 camarades le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, du déclenchement de l'insurrection. Et Léo Hamon, qui avait le sens de la dignité, de la fonction et de l'importance de l'heure, qui s'était battu toute la journée et une partie de la nuit, avait demandé qu'on lui donne une cravate, parce qu'il y avait une chemise sale, tout ça, mais il voulait mettre une cravate, parce qu'on ne pouvait pas aller occuper l'hôtel de ville et proclamer la restauration de la légalité républicaine si on n'avait pas de cravate. Ce qu'il a fait. Yvan Moranda, avec sa secrétaire, est allé occuper Matignon, c'est-à-dire qu'il est arrivé en disant « je suis l'autorité » et on s'est mis au garde à vous devant lui, ce qui aurait pu tourner autrement, mais voilà. Donc il y a eu effectivement constitution clandestine d'un pouvoir insurrectionnel, prise du pouvoir, à la fois pour éliminer les éléments vichistes, mais aussi pour affirmer l'autorité légitime, la souveraineté de l'État par rapport aux Anglais et surtout aux Américains qui ne voyaient pas d'un bon œil tout cela et qui essayaient d'autres combinaisons politiques. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement sur la Révolution, ce qu'on peut dire de la Révolution, cette dynamique qui, en fonction des conjonctures locales, se déroule dans un sens, tantôt dans le sens du gouvernement légal, tantôt dans le sens du gouvernement révolutionnaire. Et je ne dis pas que cela se reproduira, mais c'est un signe. On voit, par exemple, au Venezuela, aujourd'hui, nous avons ce phénomène de double pouvoir qui peut annoncer un conflit ouvert, une guerre civile. Christophe Ventura, dans quelques semaines, nous expliquera ça dans le détail. Voilà, maintenant je suis prêt à répondre à vos questions et à écouter toutes les précisions et contradictions que vous voudrez bien m'opposer. Merci beaucoup. Alors, on démarre par la question. Oui. Comment qualifierais-tu les grands mouvements écologistes qui ont eu lieu dans les années 70,
Je pense à Creil-Malville, 60 000 personnes. Je pense à Plogoff. Je pense plus récemment à Notre-Dame-des-Landes, même si c'est un petit peu différent, où on a à la fois un phénomène de révolte, à la fois, je pense, des éléments révolutionnaires, dans la mesure où il y a un projet, sinon un projet politique global, comme on peut avoir lors de la Révolution française ou de la Révolution russe, du moins un projet en vue d'une certaine conception de la vie, oui, de la vie et de l'organisation de la société. Ben, ce sont des révoltes, mais il n'y a pas de phénomène insurrectionnel, puisque à Notre-Dame-des-Landes, ils n'ont pas occupé la préfecture Le phénomène insurrectionnel, pourquoi c'est lorsqu'il y a... Ah, ben c'est enfin, l'insurrection, c'est une insurrection armée, nécessairement, puisqu'on doit s'opposer à la police, éventuellement à l'armée. Donc, nous avons affaire à des mouvements contestataires. Bon, c'est le mot qui convient, conteste l'ordre des choses, mais ça n'entraîne pas de modification dans le pouvoir, ni dans l'organisation du pouvoir local, ni sur le plan, sur le plan national. Rien de plus que ça. Donc ce sont des révoltes, avec un discours révolutionnaire, mais qui n'aboutit pas. Voilà. On pourrait cependant dire qu'il y a quelque chose. Je suis assez d'accord, ce sont des révoltes, mais la constitution d'une ZAD, c'est quand même un peu particulier, parce que c'est quand même une zone particulière qui échappe au droit commun, Oui. Et qui s'organise sur d'autres bases, etc. Donc on est peut-être un peu au-delà de la simple révolte. On n'est pas dans l'insurrection, je ne crois pas du tout, en effet. Non, là, tu as raison, on est dans la tentative de constitution d'une contre-société. Voilà. Alors là, oui, c'est quelque chose de particulier. C'est le fameux mystère, je ne sais pas. Oui, bon, c'est ça. C'est au XIXe siècle, on a eu dans le mouvement anarchiste des gens qui voulaient constituer des contre-sociétés, produire autrement, vivre autrement, se marier autrement, etc., etc. Oui, bon, on retrouve ça effectivement à Notre-Dame-des-Landes, dans les ZAD, oui. Sans grand succès, parce que dans des sociétés complexes, d'abord on vit quand même de tout l'apport de la société, l'électricité, etc., etc. Et d'autre part, on vit ça avec la tolérance du pouvoir, jusqu'à un certain moment où ils disent il y en a assez et on casse tout. Bon, mais donc ça ne... Et puis on voit bien que le phénomène des ZAD n'a pas entraîné, ça n'a pas fait contagion. Il n'y a pas eu de zone, de même que les communautés hippies, tout ça, ils ont voulu vivre autrement, et puis après, bon, pas grand-chose. Là, les phénomènes dont je parle, c'est des phénomènes qui concernent le pouvoir d'État. Et la volonté de remplacer. C'est un conflit de légitimité clair. Hein. Vraiment, les trotskistes qui parlent de double pouvoir ne parlent pas de légitimité, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit de remplacer une légitimité par une autre. Comme la Commune de Paris de 1871. Alors, la Commune de Paris, c'est un cas, c'est difficile de théoriser parce que c'est une expérience qui a été très très brève. Bon, il y a l'insurrection, il y a l'installation d'un pouvoir révolutionnaire, oui, bien sûr, mais tout de suite, ce pouvoir est confronté à l'arrivée des Versaillais, et donc les objectifs, les impératifs sont uniquement des impératifs militaires. Et même s'ils prennent des mesures sociales, bon, qui sont symboliquement importantes, la pression est telle qu'il n'y a pas d'expérience politique qu'on peut vraiment tirer de la Commune de Paris.
il y a un phénomène, c'est que pour avoir une révolution, il faut que ça prenne dans la société globalement. Ce que tu disais, Laurent, c'est que tu as des phénomènes qui sont locaux et qui n'entraînent pas toute la société. Une révolution, c'est toute la société doit être entraînée d'une façon ou d'une autre. Alors, moi, je disais rien. Je faisais une petite... Ah oui. Ah non, mais on peut... Non, mais on peut tout à fait contester ce que je dis. Hein, c'est pas... je soumets un certain nombre de réflexions. Il est intéressant d'ailleurs de les remettre en cause, voir si on ne peut pas aborder autrement le phénomène. J'ai oublié quelque chose, mais je l'ai dit en parlant, en racontant toute ces histoires, c'est que toutes ces révolutions dont j'ai parlé sont liées à la guerre. La France est en guerre en 1792, l'Espagne est en guerre en 1936, la Russie est en guerre en 1910, enfin la France est en guerre en 1944. Bon. Donc, et ça joue énormément, bien sûr. S'il n'y avait pas eu la guerre en Russie, si la Russie n'avait pas été mêlée à la Première Guerre mondiale, le destin de Lénine aurait été sans doute extrêmement différent. Oui, différent. Voilà. Alors, oui, pour contester un peu nos amis marxistes, la révolution de 17 ne s'inscrit pas dans le schéma marxiste des ouvriers contre les bourgeois. Même si on tue des bourgeois dans les rues de Pétrograd et d'ailleurs, même s'il y a des ouvriers qui ne sont pas majoritaires d'ailleurs au soviet de Pétrograd, la révolution de 17, en plus, est une révolution qui est une révolution paysanne. Là, enfin, qui est à base de révoltes paysannes d'une ampleur considérable, hein, qui est le résultat de fruits de siècles de misère, d'exploitation. Bon. Mais la lutte en 17 et après 1917, c'est aussi bien une lutte des bolcheviks contre différentes fractions de la classe ouvrière. Et contre la paysannerie, oui, mais... Oui. Non, parce que la vision marxiste de la révolution, c'est quand dans une société, dans sa profondeur, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, les contradictions sont telles et qu'elles touchent toutes les couches sociales ou les classes sociales et qu'il n'y a pas de solution pour dépasser la contradiction. Et là, ça démarre comme un peu de paille sur un groupe social et qui peut être en contradiction avec les autres d'ailleurs, mais il faut qu'il y ait des strates de contradiction qui ne trouvent pas de solution. Oui. Moi, il y a une classe qui prend l'affaire en main, puis ça en démarre. C'est une révolte. Là. Et une révolution, il faut que ce soit une contradiction insurmontable. C'est la vision marxiste. Oui, mais enfin bon, quant à la classe ouvrière, etc., là, l'histoire de la révolution russe, c'est pas tellement ce cadre. Absolument, parce que Marx explique que la classe ouvrière est révolutionnaire parce que c'est elle qui porte le plus de problèmes, donc de contradictions. Dans le cas de la Russie, c'est la classe paysanne qui porte le plus. La classe ouvrière n'est pas aussi développée. D'ailleurs, c'était improbable que ça soit en Russie. Ça aurait été plus logique. J'aurais vu que ça soit en Allemagne, je crois. Oui, ça aurait été plus dans les pays très structurés avec une classe ouvrière. Mais là, la paysannerie est tellement dans la misère qu'elle part dans le... Ça, je pense qu'on ne peut pas comprendre une révolution si on va pas, si ça ne touche pas le fond de toute la société d'un coup. Alors, je sais pas, Raoul, passez la parole à vos... On oublie quand même un élément. Comme l'a dit Bertrand, il y a une guerre extérieure. Ça commence. Oui. Il ne faut pas non plus oublier le rôle des services secrets allemands dans la révolution bolchevique, notamment autour de Lénine, etc., dont on sait aujourd'hui qu'ils étaient quand même non seulement protégés par ça, mais ils étaient abreuvés d'argent par les services allemands, etc. Ça a quand même beaucoup servi, parce qu'il y avait quand même aussi une idée des Allemands de faire disparaître. Oui. C'est quand même un élément important de cette révolution, pas non plus complètement oublié. Dans le cas de l'Espagne, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée qu'il y a une guerre, mais c'est déjà une guerre civile. Donc on a une série de guerres civiles qui c'est pas une guerre extérieure. L'Espagne est en paix en 1936. Oui. L'intervention allemande et italienne. Oui, mais là, non, mais là, la guerre civile est
elle oppose deux armées ennemies. Ça ressemble à une guerre entre deux pays étrangers. Enfin, c'est une guerre C'est civile. comme les guerres de Non, mais les logiques défensives sont celles de n'importe quelle guerre moderne. Par rapport à la révolution russe, où il y a une guerre extérieure, je pense que c'est quand même pas tout à fait la même C'est chose. pas la même chose, oui, c'est pas la même chose. Parce que les défaites de l'armée russe entraînent démoralisation, démobilisation, insubordination, qui est un élément, un aliment considérable, beaucoup plus que les luttes ouvrières. Hein, Alors, deux questions, Bertrand. Là, oui, oui. Juste une question, il y a un très bon documentaire qui a passé à la télé dernièrement sur le Larzac, sur toute la lutte du Larzac. Je me demandais où on pouvait mettre ce phénomène qui a donné quand même naissance à un syndicat paysan très contestataire vis-à-vis des autres syndicats en place, qui a donné des mouvements écolos très puissants. Ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais ça, c'est dans la durée, quoi. c'est le phénomène des révoltes qui s'organisent ensuite en syndicats ou en groupes de pression. Oui, ça existe, bien sûr. Il est possible que les Gilets jaunes donnent naissance à une organisation de type syndical, à quelque chose qui ne regroupera pas tout le monde, hein, mais certains groupes de Gilets jaunes auront tendance à s'organiser parce qu'il y a un moment où de toute façon il faut passer à un stade organisationnel, ce qui est compliqué quand on n'a aucune base. Quand on a un parti bolchevique ou le parti jacobin au moment de la Révolution française, s'organiser, on demande comment on fait et puis on suit les conseils des camarades du parti. Là, c'est justement comme ils ne veulent pas en plus d'autorité, de conseils, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Bon, donc on est dans cette phase-là. Mais que des mouvements de révolte aboutissent à, bien sûr, des choses institutionnelles, oui, mais ça ne remet pas en cause le pouvoir lui-même, au sens du pouvoir d'État. une question. Alors, pour rebondir sur nos gilets jaunes, donc on part d'une affaire qui commence avec la contestation de taxes sur le gasoil, qui va vite vers Macron démission. Ensuite, on constate, les études disent, ou du moins la télé le dit, qu'on a 48% de gens de complotistes et une majorité ou quasiment une totalité de gens qui n'ont pas d'études supérieures, se dit-il. Après, on rebondit. Alors, c'est une révolution du samedi aussi, qui a trouvé une extension dernièrement sur le dimanche. Et ensuite, il y a le dernier épisode le plus monté médiatiquement, c'est l'antisionisme, antisémitisme, donc, qui remonte à la République hier. Oui. Alors apparemment, comme vous disiez sur la structuration, donc Madame Levavasseur se fait sortir, oui. Il reste Drouet. C'est assez. Alors il y avait aussi l'aspect où en 68, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très significatif, qui a dit 68 c'est une révolte étudiante qui n'aboutit pas, mais il y a des tas d'éléments sociaux secondaires, d'effets secondaires, comme les acquis syndicaux, etc. Là, 68, c'est le contraire de ce qui se passe maintenant. 68 est une révolte étudiante organisée par ce qu'on appelle des groupuscules, par les trotskistes, maoïstes, etc., surtout les trotskistes. Bon. Donc c'est organisé, les manifestations sont organisées, il y a, voilà, et de façon classique, hein, c'est le quartier latin, voilà. Et la contestation ouvrière est une contestation organisée, c'est la CGT. Bon. Et avec le Parti communiste qui joue son jeu, mais qui, comme tout le monde l'a vu, le jeu du Parti communiste c'était d'arrêter la révolte estudiantine, etc., le retour au calme, les élections, et que De Gaulle reste en place, voilà, pour des raisons de politique internationale. Bon. Donc on n'est pas du tout dans le même scénario. Là, la révolte de 68, on a des acteurs qui sont visibles, rationnels, ils ont chacun leur logique, on voit bien comment, ce qu'ils veulent faire, jusqu'où, comment, etc. Et les syndicats, c'est connu, la CGT, elle veut faire aboutir des revendications. On est dans un cas de figure classique.
avec bien sûr quelque chose de très spectaculaire, avec des conséquences à longue portée quant à la révolte estudiantine, à ce qu'elle remet en cause. Bon, on en a parlé très très souvent, il y a des tas de livres là-dessus. Il faut relire naturellement le livre de Jean-Pierre Le Goff. Là, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est un mouvement qui naît de rien. Il n'y a pas de... Le directeur général de la DGSI disait hier qu'aucun groupe extrémiste, ni de droite ni de gauche, n'a pris en main ces manifestations. D'abord, il ne faut pas se concentrer sur Paris. On regarde toujours Paris, BFM TV regarde Paris. Mais il y a des tas de petites villes, c'est un mouvement de petites villes, de ronds-points, etc., où il y a peu de conflits avec la police et où les gens Alors là, c'est l'auto-organisation. Mais hors du cadre de la théorie de l'auto-organisation, hors du cadre de toutes les théories gauchistes, etc., c'est disons, la couche inférieure des classes moyennes, hein, qui est elle-même pleine de contradictions. Un petit patron n'a pas les mêmes intérêts qu'un ouvrier, qu'un employé, etc. Mais il y a quelque chose qui fait bloc, qui fait que depuis 3 mois, ils arrivent à maintenir un mouvement qui n'est pas énorme, mais qui est suffisant pour poser problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors je ne peux pas vous dire comment, parce que je ne suis pas devin, comment tout ça se termine. Il y aura sans doute création d'une espèce de conscience de classe de ce groupe social, et avec des conséquences, pour le moment, difficiles à prévoir. Mais on a là quelque chose de vraiment très très particulier. Très particulier. On peut parler aussi des révoltes paysannes sous la Ve République, qui ont été très violentes, hein, qui ont fait énormément de dégâts. Les dégâts causés par les Gilets jaunes, c'est pas grand-chose à côté de... Il y a eu des morts. Il y a eu un CRS qui a été tué dans le Midi, au moment d'une révolte viticole, etc. C'était complètement dirigé par la FNSEA. Et ces révoltes étaient des éléments pour négocier avec le gouvernement. Il s'agirait de cela. On négociait un certain nombre d'accords. Bon, la violence, maintenant, ça se fait plus. Il y a des manifestations, mais il n'y a plus de manifestations violentes comme en 1960, jusqu'en 94-95 à peu près. L'invasion du bureau de je ne sais plus quel ministre a marqué un des derniers moments où ils ont employé ces méthodes radicales. Mais ce ne sont que des révoltes. La FNSEA ne conteste pas le pouvoir établi, Dieu sait, puisqu'ils en font partie. Hein. C'est une négociation. Est-ce que finalement les Gilets jaunes, ce n'est pas le mouvement révolutionnaire de tous ceux qu'on vient de... puisqu'ils contestent tout, en fait. Et oui, mais encore faut-il... Y compris le système institutionnel, ben oui. Y compris les hommes politiques, y compris les syndicats, y compris les partis. En fait, ils veulent tout foutre en l'air. C'est pas fou. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est un rejet de tout ce qui est établi. Parce qu'il y a une méfiance, ils n'y croient plus. Ni aux syndicats, ni aux partis, ni au gouvernement, ni à Macron. Bon. Ni aux médias. Voilà. Mais ce n'est pas un mouvement révolutionnaire dans la mesure où enfin, c'est un discours qui dit si on avait le pouvoir, on établirait la démocratie directe. Oui, mais bon, les gauchistes aussi ont dit si on avait le pouvoir, on ferait vraiment... Oui, d'accord, mais... Non, mais justement, ce qui est différent, c'est qu'il n'y a aucune volonté de mettre leurs députés à la place des députés qui sont là, puisqu'ils veulent aucune représentation indirecte. Ben oui. Indirect. Ils veulent du direct. Ben oui. Donc c'est essentiellement révolutionnaire. Ça ne s'est jamais vu encore dans ce pays. Enfin, les idées peuvent être révolutionnaires, oui, bon, mais le projet révolutionnaire, il n'est pas là. Il n'y a pas de projet. Bah oui. Mais est-ce qu'une révolution doit forcément avoir un projet déjà établi, petit 1, petit 2 Non, pas peu. Non. C'est ce qui est non, mais il faut... des leaders. Il faut... Il faut une organisation. Il faut une cohérence. Là,
révolution qui a eu lieu que le samedi, c'est quand même... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trésors de guerre, c'est des gens qui travaillent. Oh, c'est pas une question de trésor de guerre. Non, mais le... Ça n'a pas lieu que le samedi, allez voir dans les provinces. Non, pour le moment, c'est le stade de la révolte. Mais il y a dans certaines villes de province, dans des petites villes, dans des villages, des actions tous les jours. Oui, mais... Donc une mobilisation permanente. Non, mais la mobilisation est incontestable. Et permanente. Oui. Non, c'est pas le samedi. C'est Ah, Paris. oui, mais ça, oui. Non, mais je prenais pas Paris comme exemple. Oui, non, mais Paris est un très mauvais exemple pour le coup, parce que Paris dessert la cause, si on veut dire, des Gilets jaunes. Ouais. Mais ce que je disais, c'est, et je le vois en Normandie par exemple, où les 2 premiers mois, effectivement, tous les jours, ça se maintenait. Il y avait des gros ronds-points qui étaient bloqués, il y avait des zones industrielles entièrement fermées, enfin, il y avait quelque chose de constitué. Et là, ça commence à se déliter. Il y a des jours, il y a de plus en plus de jours sans gilets jaunes parce que les gens dans le monde ne peuvent pas se permettre, effectivement, comme dit monsieur, de ne pas travailler, on faut bien manger. Et on peut pas. Et ils ont gardé une certaine. Enfin, il y a ce côté légaliste où on va pas les voler, on paye sa nourriture, on l'achète. Justement, c'est pour ça qu'on se bat. Donc, pour moi, ça restera une révolte au sens où ça n'ira pas plus loin. Ils vont continuer tant qu'ils n'auront pas obtenu un pseudo-gain de cause, ils continueront, mais de moins en moins. Et d'ailleurs, on voit bien, les chiffres commencent à légèrement... Puis après, il y a aussi la géographie médiatique, qui est aussi un anti-monde, en fait. Et la géographie médiatique a fonction à se reproduire, en fait, dans la réalité. Donc, plus on dit dans les médias qu'il y en a moins, plus il y en aura moins, de facto. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr dans la mesure où justement les médias perdent de l'influence depuis 20 ans, 25 ans. Et maintenant c'est assez considérable. Autant qu'on puisse en juger, mais bon, il y a un rejet en tout cas. Donc les gens qui sont les gilets jaunes, ils ne regardent pas la télé, ou s'ils la regardent, c'est pour la haïr, et pour dire que c'est pas vrai. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Dans beaucoup d'endroits, on ne croit plus à la télé depuis très longtemps, ou voilà, au système d'information officiel, public. Voilà. Mais révolution, non, parce qu'il n'y a pas de volonté cohérente, il n'arrive pas à bloquer le système. Il n'y a pas de grève générale. Hein. La CGT a lancé un appel à la grève générale qui était factice. Enfin, on a bien vu que ça ne marchait pas. Même si, j'ai vu la manifestation, il y avait effectivement du monde, mais c'était quand même 7000 gilets jaunes en tête de cortège, précédés par 300 Black Blocs, et derrière les organisations syndicales, il n'y avait pas de mélange. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup de gilets jaunes disaient les syndicats, c'est derrière. C'est derrière, à la traîne. Ce qui montrait bien que ce n'était pas ça. Hein. Donc ça n'arrive pas à prendre. Il faut dire que c'est pas du tout la CGT ou FO, c'est pas leur monde, c'est pas leur public. Ils savent pas comment prendre ça. Donc, et puis les directions syndicales en ce moment sont très malades, donc c'est le mauvais moment. Bon, cela dit, même quand elles vont bien, elles sont toujours derrière les mouvements sociaux. Hein, c'est pas les syndicats ne créent jamais les mouvements sociaux. Même la grande grève de 1955, où la CGT était quand même très puissante et le Parti communiste aussi, c'est parti comme ça. Les grèves de 1947, c'est d'initiative trotskiste, c'est après que le parti les a récupérées. Donc ils viennent, les 68, c'est pas la CGT qui a déclenché 68 dans les usines. Donc voilà, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a beaucoup de petites luttes syndicales, sous couleur syndicale, dans des endroits hors grandes entreprises, des toutes petites luttes. Ça, toutes les semaines, il y a une occupation, il y a une manifestation contre le siège social, il y a des choses comme ça. Est-ce que ça peut donner quelque chose de plus? Personne n'en sait rien. Ça existe. Il y a une agitation syndicale de base. Voilà. Et de temps en temps, ça se fait avec les gilets jaunes. Mais quand même, si on dit
la classe moyenne, cette classe moyenne qui s'est mobilisée, elle n'est pas syndicale, elle n'aime pas les syndicats, c'est pas la culture de ce monde-là. Bon. Donc tout ça est très difficile à coordonner, et les groupes qui sont chargés de ça dans l'histoire de France, ils n'existent pas, ou ils sont complètement impuissants. L'extrême gauche a quasiment disparu, voilà. Bon, le Parti communiste n'est pas tellement là non plus, et je ne sais pas s'il serait tellement apprécié. Bon, donc c'est quelque chose qui effectivement tourne en rond, oui. Et les facteurs qui peuvent faire bouger, c'est des facteurs extérieurs, hein, c'est ce qui se passe, c'est la crise du gouvernement, de l'Élysée, l'affaire Benalla, les trucs, les histoires de tout ce qui peut arriver comme événement extérieur. Voilà. Mais, alors, et l'aspect populisme de droite et antisémitisme récent, qui ressort maintenant. Non mais bon, c'est classique. Non, enfin, il y a deux formes d'antisémitisme, classique, oui, soralienne, et puis il y a l'antisémitisme des milieux islamistes radicaux, bon, voilà, qu'on a laissé se développer en France pour des raisons pas du tout de sympathie, mais de clientélisme. Bon, ça tourne là, donc je dirais. Enfin, tout le monde sait qu'un certain nombre de municipalités subventionnent des associations culturelles qui aident des mosquées qui sont des mosquées intégristes, islamistes, etc. Et que la propagande wahhabite est une propagande clairement antisémite. Bon, voilà. Et anti-homo, et anti-femme, et anti-tout. Mais bon, on laisse ça, on laisse l'Arabie dépense des sommes considérables, pas seulement en France, mais dans le monde entier, d'une propagande. J'ai vu ça au Niger, dans toutes les pharmacies, il y a des brochures de propagande wahhabite, qui ne sont pas de la propagande politique, c'est de la propagande sur le rituel. Voilà. Mais on vous enseigne à bien vous comporter, etc. Bon. Tout ça est connu, archi connu. Il y a eu des colloques sur le financement du terrorisme, sur la propagande islamiste. Il y a eu de très bons livres. On laisse faire. On laisse faire. Voilà. Ça donne effectivement ce type d'insulte contre Finkielkraut. Voilà. Et bon, Laurent, une question. Ce que tu dis est très juste. Mais est-ce que tu crois que ce à quoi on assiste mérite des explications aussi complexes? Est-ce que c'est pas tout simplement une réaction de beauf, telle que Cabu les aurait dessinée autrefois? Est-ce que c'est pas c'est ce qu'on dit dans les milieux dirigeants, oui, oui. Ah oui, non, mais c'est vrai, regardez ce que dit Gaspard Gonzer, dit ça. Non, mais on constate, Bertrand. Ben, on constate. On voit ce qu'on voit. Est-ce que c'est pas tout simplement une réaction de bouffe? C'est tout. Pardon. Ce terme signifie Bouffe, ça veut dire vraiment, depuis qu'il est apparu, un mépris du peuple. Oui, non, mais c'est sûr, Attendez, pas tout le monde à la fois. Là, non, mais bon, question. Un mépris du peuple. Là, il y a une question. Oui, juste. Il faut que je réponde à Laurent. Ah, Laurent, quand même, oui. Non, mais c'est. Ça relève de la polémique. Il y a des gens qui sont des révoltés comme ça, qui descendent dans la rue et qui ont 3 idées. Et il y a des gens qui défendent des positions qui sont cohérentes. Voilà. Ne me pas assimiler tous les manifestants à des bourses. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit alors? Des réactions dont il était question tout à l'heure, d'antisémitisme ou d'homophobie, etc. Non, j'ai pas compris ton. Merci de préciser. Non, c'est un antisémitisme construit. Mais non, c'est un antisémitisme construit, doctrinal, voilà, avec des théories du complot qui
sont pas neuves, hein, qui existent depuis longtemps. Et ça fait, j'ai retrouvé un texte de Marcel Gauchet d'il y a 20 ans, je crois, qui montre bien que quand il y a crise du pouvoir légitime, quand on a l'impression que le pouvoir installé ne contrôle plus les choses, ne commande plus rien, eh ben on cherche le chef d'orchestre clandestin. Voilà, dans la main cachée qui dirige. Et alors on trouve tout ce qu'on veut, la trilatérale, les juifs, les francs-maçons. Patrice Guénifet nous parlait de ça la semaine dernière. Les théories de l'abbé Baruel montrant que la Révolution française était l'œuvre des francs-maçons et qu'ils avaient complètement vu ce qui allait se passer, prédirigé tout. Bon, tout ça donc ça existe. Et dans les structures mentales, il y a un certain nombre il y a des gens qui raisonnent en fonction de cela. C'est plus aigu aujourd'hui parce qu'il y a la mondialisation, il y a tout ça, tout a l'air d'échapper. Et on essaye de trouver quand même une cause unique, une cohérence, un projet face auquel on peut s'opposer. Eh bien oui, c'est encore une fois la trilatérale, les juifs, tout ce que vous voulez. Bon, donc c'est pas du tout l'antisémitisme primaire. C'est construit et c'est quelque chose C'est curieux d'ailleurs. Finkielkraut, il avait déjà bien servi au moment de Nuit debout, je ne sais pas si vous savez. Oui, il s'est fait exclure. Il sort toujours au bon moment pour faire dévier les... Bon, une question. On peut dire que il est rare qu'on rencontre dans les manifestations, quelles qu'elles soient, des intellectuels. Souvent, ils regardent à la télévision et après ils commentent. Et ceux qui vont voir vraiment sentir le terrain, la foule, l'événement, ils sont très très rares. Les journalistes aussi. Il y en a qu'un d'ailleurs que j'apprécie pas tellement, mais que je voyais toujours dans les manifs, c'était Jean-François Kahn. Et il se contentait pas de passer, il restait longtemps, il faisait vraiment son travail de journaliste capable de sentir le terrain. Beaucoup se contentent de 3 images, ce qui donne des récits complètement déformés à la télévision et le fait que justement plus personne ne se reconnaît dans l'événement tel qu'il a été vécu. Voilà. Bon. La question. Oui. Effectivement, quand on parle de ces trois éléments, ces 3 concepts, révolte, insurrection, révolution, on a tendance à vouloir un peu théoriser, etc. C'est difficile, parce que dans chaque mouvement, il y a des éléments qui sont véritablement très, très particuliers, qui répondent à des circonstances qu'on ne trouvera pas ailleurs. Si on va si on regarde un petit peu, comme tout le monde, on observe un peu ce mouvement un peu atypique des Gilets jaunes. Moi, je prends toujours l'exemple de ma province de Haute-Loire, du Puy-en-Velay, où justement on a les occupants des ronds-points, c'est cet emploi des petites entreprises, du commerce, de l'artisanat, non syndiqués, non politisés, et justement qui a émergé à un moment donné sur ce problème de la taxe, de la limitation on décide pour nous, on ne tient pas compte de nous. Et il y a eu cette espèce d'étincelle qui a pris. Et justement, quand on voit le mouvement tel qu'il se lance, souvent les groupes, dès qu'il y a un leader qui veut s'installer, que ce soit le Vavasseur ou il y a d'autres, il est immédiatement contesté. Moi, je vois ça aussi dans le micro-territoire de la Haute-Loire, où il y a
excommunications aussi de leaders qui veulent s'installer et qui sont contestés immédiatement parce qu'ils veulent entrer dans le système, etc. etc. Oui. Et aujourd'hui, moi je pense que ce mouvement, effectivement, la mobilisation s'effiloche. Moi, j'étais encore la semaine dernière en Haute-Loire. Il y avait des blocages de zones commerciales, de zones industrielles. En Haute-Loire, il y a un rond-point à l'heure actuelle qui n'est absolument pas bloqué. Il y a une cabane sur un côté, hein, c'est à Brioude, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et justement, parce qu'il n'y a pas de perspective politique, c'est ça. Oui, mais on en est là, on ne peut rien dire de plus. Ou bien ce mouvement va se déliter et chacun va rentrer chez soi, ou bien les formes d'action vont changer et il restera une espèce de solidarité de groupe ou de classe née de l'action commune, des ronds-points occupés, des amitiés qui se sont faites et des luttes, des manifs, etc. Et ça donnera une forme d'organisation qui n'est pas encore imaginable. Je rajouterais peut-être, parce que une insatisfaction, l'impression aussi qu'on n'a pas répondu. Et donc, comment dirais-je, la cocotte minute, elle est prête, elle sera prête peut-être encore à exploser. Mais c'est le mystère de la sortie du grand débat national. Voilà. Qui est quelque chose d'assez étrange, où le président de la République descend s'occuper de tout, hein, et il va falloir que ça se traduise, tout le monde attend qu'il se passe quelque chose. Mais il y a eu tellement de questions soulevées que de toute façon, logiquement, personne ne peut donner plus de 3 réponses à court terme, dans X domaines, je ne sais pas lesquels, institutionnels, économiques et social, ça me paraît bouclé, ils ne peuvent pas faire grand-chose vu leurs orientations. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Personne n'en sait rien. Mais ça peut relancer d'autres formes de colère aussi. On est dans un moment très très étrange. Donc, il faudrait avoir le temps aussi d'examiner les déclarations faites par les collectifs de Gilets jaunes, l'appel de Commercy, etc. Bon, je les ai pas encore lus, j'ai parcouru comme ça, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes qui sont ce qui va être travaillé là dans les remontées du grand débat. Comment ils vont faire. Hier, il y a eu une magnifique mise en scène médiatique du gouvernement pour récupérer les jeunes qui ne sont pas politisés sur Twitch, qui est une plateforme, un média player sur Internet. Et ça a commencé par Sébastien Lecornu, qui est un des 2 gestionnaires du grand débat. Il expliquait qu'en fait tout serait géré par intelligence artificielle, on en parlait justement tout à l'heure. Et en gros, ça sera lu par des algorithmes. Et en gros, en fonction des mots-clés qui ressortiront, ça sera mis ça sera résumé et recadré pour sortir sous des formats lisibles. Oui. Donc en gros, ils vont retirer quelques mots, quelques grands textes, et voilà. Le cornu est très clair. D'ailleurs, sur la plateforme dont je parlais, et on peut le revoir puisque même l'Élysée l'a forwardé sur son compte Twitter. On peut revoir un replay et c'est la première heure de visionnage. Cornu l'a répété plusieurs fois. Les intervieweurs lui ont posé les questions. Il a dit oui, c'est de l'intelligence artificielle. On ne fera pas lire. Il y a déjà 1 800 000 personnes qui ont participé. Ils ne feront pas lire 1 800 000 propositions. C'est pas faisable. Bien sûr. Du coup, c'est de l'intelligence et de l'algorithmie qui récupérera. On voit très bien ce que donne l'algorithmie. Si on prend l'exemple de Parcoursup, par exemple, c'est une catastrophe. Donc, malheureusement, c'est l'informaticien qui parle. Je ne suis pas très optimiste, en dehors de toute politique, je ne suis pas très optimiste sur ce qui sera
la lisibilité des résumés qui seront donnés. Oui, en gros, ce sera incompréhensible. Je pense que c'est le mot. Une question, vas-y. Une question qui est un peu une remarque. C'est vrai j'ai entendu depuis très longtemps, on disait de toute une France qui était dépolitisée, organisée, qui refusait les syndicats, qui était complètement morcelée, je dirais. Et là, on s'aperçoit, bon, déjà, il y a eu un mouvement un peu spontané avec des petites choses qui sont sorties un peu de tout le monde, partout, mais il y a surtout des réseaux qui se sont créés. Alors, les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui l'ont permis, mais on a une certaine France qui était désorganisée, non politisée, qui a pris une certaine conscience politique, qui a pris l'habitude de s'organiser, et même si le mouvement n'aboutit pas, il peut renaître d'une façon beaucoup plus dynamique et beaucoup plus violente, quoi. Oui. Et beaucoup plus aussi. Oui. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé de relativement important dans la société française, dans la France qui n'est pas la grande France, pas les grandes villes, c'est-à-dire la France qu'on croise quand on va se balader un peu partout, je dirais, dans les petites villes, et qui est quand même le tissu vivant de ce qu'on appelle la France. Oui, gros, mais... Parce que la France doit bien t'occuper, même si on n'a pas réussi à transformer les agriculteurs en gardiens de parcs ou je ne sais pas pourquoi, c'est la France qui fait encore vivre. J'ai la France qui n'est pas dans les grandes villes. Je ne sais pas comment on peut... on a parlé de Péry-Jardin, on a parlé de pas mal de choses, oui. Mais on ne sait pas. Je dirais que personne n'a envie d'aller en Lozère. Et pourtant, on ne va pas abandonner la Lozère ou la Bretagne centrale. C'est quand même des zones territoriales qu'on ne peut pas abandonner. Certes. Et on a besoin de gens pour y être. Et ce n'est pas les immigrés qui iront, hein, les immigrés qu'on a mis. Non, mais là, ils se barrent. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On voit bien qu'il y a une logique de désertification qui fait que quand il n'y a plus de services publics, tout le monde le dit, hein, même à la télé, quand il n'y a plus de services publics, les gens s'en vont parce que c'est plus possible. Il n'y a plus d'école pour les enfants, etc. Donc comment on va pas... Oui, il n'y a plus de médecins, il y a les distances s'accroissent. Alors, oui. Ça va devenir des zones de non-droit. Il y aura deux types de zones de non-droit en France. Oui. Dans les zones grandes cités. Et puis, oui, c'est une forme de campagne qui existera, mais qui sera dangereux. Alors ça, bon, c'est effectivement un problème. Je ne vois pas comment il pourrait y répondre par quelque chose à court terme à l'issue du grand débat. Et c'est pourtant un problème majeur dont les hommes politiques sont informés depuis très longtemps par les livres de Guilly, les rencontres même avec Guilly et bien d'autres, n'est-ce pas? Mais ce qu'on constate aussi, c'est que dans cette situation, il y a des secteurs entiers de la société française qui ne bougent pas. Les fonctionnaires sont menacés d'une réforme, ils ne bougent pas. D'ailleurs, Jérôme Sainte-Marie nous avait dit qu'il ne bougerait probablement pas. Les lycéens, les étudiants ne bougent pas encore. Jérôme, je ne sais pas s'il a toujours raison, mais Jérôme Sainte-Marie nous disait comme ils veulent s'intégrer dans la société, ils n'ont pas envie, à part quelques manifs, de vraiment participer à une action d'ensemble qui déstabiliserait complètement la société. Toute une paysannerie pauvre qui est, avec le taux de suicide qu'on connaît, etc., ne bouge pas. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne bougera pas, qu'il n'y aura pas des événements. Pour le moment, en tout cas, les Gilets jaunes, ils sont tout seuls. Et même quand ils sont à Paris, ils sont pas, on voit bien que ce n'est pas des Parisiens, quoi. Le regard du Parisien sur le gilet jaune et le regard du Parisien sur le provincial, quoi. En plus, repérable parce qu'il a un gilet. Bon. Mais on a vu avec quelques camarades les premières manifs de gilets jaunes, c'était manifeste que ces gens-là n'étaient pas de Paris. Et on était dans après, je ne sais plus quel jour, le jour de la grande émeute, là, en revenant on était dans un café dans le 15e, il y a un grand café le samedi après-midi, tout le monde, il y avait BFM TV qui marchait, personne ne regardait, personne. Les gens s'occupaient de leurs affaires, riaient, les enfants, tout ça. Ça ne les intéressait pas, alors qu'à 2 kilomètres, il y avait des voitures qui brûlaient, des flammes, enfin tout. Donc on voyait bien que c'était un mouvement étranger à la capitale. C'était frappant. Et j'ai pas suivi toutes les manifs, tout ça, mais là encore, le mardi de la manif CGT, là, c'était frappant que c'était 2 cortèges, même s'ils étaient soudés à quelques mètres de distance, c'était presque 2 mondes. Des vieux militants qui marchaient
comme d'habitude, et puis les autres qui étaient d'ailleurs beaucoup plus dynamiques, plus pugnaces, plus vivants en fait que bon, le troupe du syndicat auquel j'ai l'honneur d'appartenir. Voilà. Donc, oui, il y a une expérience. Ils ont appris à manifester, par exemple. Ils ont appris à manifester, et oui. Ils ont appris. Le service d'ordre, j'ai l'impression que justement c'est compliqué. Là, il faut une organisation. Hein. Pensez que maintenant les grands syndicats n'ont quasiment plus de service d'ordre. Parce que, où ils prennent des professionnels, hein, des sociétés de sécurité, parce qu'ils n'ont plus les éléments que j'ai connus il y a encore 20 ans. Quoi. Encore au moment du CPE, et le SO de la CGT avait vieilli, hein, nettement, comme moi, mais maintenant il n'y a plus grand-chose. Et ce qui fait que les manifs de Gilets jaunes sont pénétrés par le Black Bloc et tout ce qu'on veut, mais les manifs syndicales aussi. Hein. Les manifs El Khomri, on a vu ça avec quelques amis. Il y avait au début 10 Black Blocs, et puis à la fin il y en avait 500. Parce que c'est amusant. Et les syndicats sont incapables de maîtriser ce genre de choses. Alors que autrefois, effectivement, ils y arrivaient même très facilement. Bon. Donc, tout le monde a le même problème quant à l'organisation des manifestations. Mais un service d'ordre, ça ne se crée pas comme ça, c'est long. Justement, il faut une autorité, il faut une direction de l'affaire, il faut beaucoup de choses qui sont pour le moment récusées. Regardez, il y a eu 4 types qui étaient... On a dit c'est des gens du service d'ordre, ils avaient un béret rouge sur la tête, on a dit c'est des paramilitaires qui arrivent, bon, catastrophe, rien du tout, justement. Alors, tout ça est encore complètement informel. Je ne sais pas s'il y a un disciple de Gramsci ici, mais il pourra peut-être nous éclairer, parce que depuis 3-4 ans, on a des invités qui sont des disciples de Gramsci, et ils nous expliquent des trucs que je ne comprends pas toujours. Mais Christophe, toi qui fréquentes des Gramsciens éminents, qu'est-ce qu'ils disent en ce moment? Pas grand-chose. Le pouvoir culturel, tout ça. C'est bien pour ça qu'ils ne sont pas au pouvoir. Il faut qu'il se passe quelque chose, mais... en gros, c'est tout, quoi. Une question. C'est vrai, ce qu'on vient de dire, c'est que finalement, les Gilets jaunes, c'est un mouvement provincial. En gros, c'est la France profonde, la vraie France, j'allais dire, entre guillemets. Mais pour l'instant, les Parisiens, les Bordelais, il a fait froid, c'est au mois de novembre. On ne s'est pas beaucoup déplacé en province. Là, il va y avoir les prochaines vacances scolaires, il commence à faire beau. Donc les Parisiens déjà en trop vont se déplacer en province. Comment ils vont être accueillis? Qu'est-ce qui va se passer? Les Parisiens, ils vont au sport d'hiver. Les Parisiens, ils vont au sport d'hiver, donc ou en vacances au soleil à l'étranger. Ils vont voir à Marrakech et à Megève, ils verront pas de gilets jaunes, hein, de toute façon. Non, mais il y a aussi le fait que bon, les grandes métropoles sont devenues des milieux en soi, et que même les déplacements des gens des grandes métropoles sont le fait qu'ils rencontrent beaucoup moins qu'avant. Même le phénomène je fréquente pas beaucoup les maisons de campagne, mais ça m'est arrivé, et les rapports des gens qui ont des maisons de campagne un peu importantes, hein, avec les gens du coin sont assez étranges. Bon. Mais productive dans la mesure où les gens du coin se servent l'hiver de matériel vidéo, etc. Je ne citerai personne, mais ça m'avait fait beaucoup rire. C'était des gens très à l'aise, hein, qui se faisaient piller régulièrement. Alors, donc les rapports sont... non, mais je plaisante là, c'est pas général. Mais les rapports sont extrêmement distants. Voilà, donc il ne se produira rien de ce côté-là. Chacun reste dans son monde, et sans aucune affinité. Il y avait une question, pardon, une question juste derrière.
Je pose la question. Je voudrais rebondir sur la notion justement de France périphérique, de France provinciale. C'est encore plus fin que cela. Parce que dans j'ai beaucoup lu Christophe Guilluy, bien sûr, comme beaucoup ici, mais quand on regarde à une échelle beaucoup plus grande, c'est-à-dire vraiment le détail, il y a des petites villes de province qui sont extrêmement dynamiques, qui génèrent justement de nouvelles activités avec des... je vois par exemple au Puy-en-Velay, il y a des unités d'IUT sur l'optique, sur des choses que je ne comprends pas, d'ailleurs, parce que c'est hyper technique. Et il y a des petites pépinières de petites entreprises qui se créent. Par contre, il y a un rural qui est périphérique au Puy-en-Velay, hein, ou alors là, un exemple parmi d'autres, le collège le plus... Je faisais la tournée des collèges, je m'occupais de la mutuelle des enseignants. Et le collège le plus difficile de la Haute-Loire, où il y avait des problèmes d'indiscipline, de désocialisation, c'était le collège de Sauveur. Peut-être certains d'entre vous connaissent la baie du Gévaudan. Hein. C'est aux confins de la Haute-Loire, de la Lozère et du Cantal. Voilà, vraiment, c'est le milieu du parc. Eh bien, ce collège, c'est un petit chef-lieu de canton, hein, au milieu de nulle part, et aboutissent là, justement, les gens qui sont en chômage de longue durée. Parce que le foncier, les loyers sont pas chers du tout. Et il y a des gens qui se désocialisent complètement, avec des enfants désocialisés, indisciplinés, qui n'ont plus de perspective. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un département rural, enfin la majorité rurale, il y a des centres et des périphéries. Il y a comme une espèce de pyramide de centres et de périphéries. Donc c'est très... Et ces gens-là, du pays par exemple Sauguin, les gilets jaunes, ils n'y sont pas. Patrick, oui, je voudrais juste signaler en début de semaine, la Croix a publié lundi un excellent dossier sur cette question de notre fracture dans la société française, avec tout un tas d'éléments. Je vous encourage tout le monde à le lire. Mais justement, on voit aussi que les choses sont peut-être plus complexes qu'ils sont. Notamment, il y a un article qui remet en partie en cause les thèses de Guilluy, parce que maintenant, il y a toute une nouvelle école géographique, etc., qui dit que contrairement à ce qu'on a beaucoup raconté, la métropolisation n'est pas nuisible à son environnement, mais au contraire, souvent extrêmement favorable. Et il y a une étude très précise qui a été faite pour la métropole lyonnaise, où la redistribution à la périphérie lyonnaise, y compris relativement lointaine, est absolument colossale. Parce qu'il disait que 41% des sommes disponibles sur Lyon, capitale, étaient redistribuées en fait à la périphérie. Donc c'est absolument considérable. Avec construction de collèges, développement de transports en commun, et tout un tas d'autres éléments extrêmement favorables. Donc il faut faire très attention. En plus, je crois qu'il faut quand même faire très attention sur la dénonciation de la métropolisation. La métropolisation, c'est un phénomène mondial. Je crois qu'il ne suffit pas de se dresser en disant ah bah la métropole, certes. On en a partout. Quand on est dans un univers de 8 milliards de personnes, moi je suis désolé, on n'étalera pas les 8 milliards de personnes sur la Terre entière. De toute façon, à ce moment-là, la Terre entière devient absolument inhabitable. Et donc voilà, on concentrera, les humains se concentreront et se concentreront de plus en plus. C'est absolument une évidence. C'est même une question de survie de l'humanité, d'ailleurs, d'une certaine manière, cette concentration. Alors c'est peut-être triste pour l'avenir de la Lozère, mais je crois pas d'ailleurs. Les gens vivront très bien, ceux qui sont restés en Lozère. Mais au sein de la Lozère, c'est pas un département homogène, la Lozère, attention. Non, il n'y a pas d'homogénéité. Attention. Mais les métropoles non plus, c'est pas. J'ai parlé de la Lozère comme ça. Les métropoles ne sont pas homogènes. Enfin, je veux dire, si on va à Porte de la Chapelle ou si on va sur les Champs-Élysées, bien sûr, oui. Non, mais il y a des. Oui, bien sûr. Non, mais il y a trop entre les deux. Oui, enfin, c'est pas homogène. Laurent, pardon. Laurent après, monsieur. Oui, en 2017, il y a eu une propagande médiatique pour faire élire M. Macron, et ça a marché. Et en plus, pour lui donner comme opposition Marine Le Pen.
Ce qui fait que, oui, ce qui a marché, et ce qui fait que la situation me semble figée. Et là, je dois dire que je suis assez inquiet parce que ils disent Macron démission, mais moi je me demande s'il démissionnait, il serait réélu. Donc, je ne sais pas, propagande médiatique, c'est pas seulement, hein, parce que... Non, mais il avait quand même tous les réseaux, il y avait qu'à voir la presse. Oui, oui, non, bien sûr. Mais c'est aussi le... Non, mais c'est aussi le résultat d'une situation politique. Oui, par exemple, on a démoli le candidat Fillon. Moi, je ne dis pas que Fillon était... Alors, on ne parle pas tous en même temps, oui. C'est incontestable. Alors que Marine Le Pen... Non, non, mais bien sûr, mais c'est le résultat d'une situation politique particulière qui fait qu'un certain nombre de partis sont arrivés à un état d'épuisement total, par exemple le Parti Socialiste, et que Macron a profité d'une conjoncture, bon, aidée par oui, la presse, mais c'est aussi la conséquence d'une évolution inattendue dans les rapports de force. Et qui permet à un groupe de ce type de conquérir le pouvoir. Bon, voilà, comme il n'y a pas de rival, il peut très bien, enfin, je ne sais pas, mais il peut très bien être réélu, oui, si on en reste là avec une opposition qui ne veut pas, surtout pas du pouvoir. Eh bien, personne n'en voit, et voilà. Donc, oui, c'est une situation de ce type-là. C'est ce que disait également Jérôme Sainte-Marie, oui, mais on invitera d'autres analystes et Non, mais il est incontestable que Marine Le Pen est plus ou moins protégée parce qu'ils ont des dettes faramineuses envers les banques. Si la NAR en avait autant, on ne serait pas là aujourd'hui. La NAR n'a aucune dette à l'égard des banques, car personne ne nous prêtera d'argent, et c'est ainsi. Bon, voilà, bon. C'était une remarque. C'est passé c'est passé inaperçu, mais la tentative du pouvoir de miser sur une lassitude et puis sur les dégâts que les manifestations occasionnent régulièrement avec les marginaux qui en prennent, cette tentative est lamentablement juste. Elle a fait des écharpes rouges, je ne sais trop quoi. En fait, il s'est passé très peu de choses. Et très rapidement, d'ailleurs, les médias n'en ont plus parlé parce que c'était probablement un échec cuisant. Et malgré les manipulations, le jour où cette manifestation devait avoir lieu, j'étais chez moi, j'ai suivi 3 bulletins d'information de France Info à 1 heure d'écart. Le premier bulletin annonçait un peu plus d'1 millier de personnes. Le bulletin suivant 1 heure après, aux alentours de 3 000. Et le dernier bulletin annonçait le chiffre de la préfecture de police, c'est-à-dire plus de 10 000. Bon, entre-temps, il y avait manifestement eu un coup de téléphone, mais ça a échoué. Enfin, je veux dire que ce n'était pas la manifestation pour De Gaulle après 68. Ah non, pas du tout. Non, non. Il y a quand même eu une tentative. Oui. Ça veut dire qu'effectivement, Macron serait peut-être réélu, mais il n'y a pas un phénomène d'adhésion, en fait. Non, mais ça c'est une donnée. De scepticisme général. C'est une donnée, et puis l'Élysée ou Matignon ne sont pas capables d'organiser une contre-manifestation parce qu'ils n'ont pas les éléments pour. À l'époque, il y avait des gens, vraiment des hommes comme Pasqua et des militants de choc, un parti extrêmement organisé. Tout ça manque complètement à Macron. Ils sont tout à fait hors sol par rapport à ça. Et il y a des situations dont justement ils ne se rendent pas compte que c'était une erreur manifeste de vouloir organiser un truc comme ça. Ils allaient à l'échec. Là, bon. Mais c'est difficile de prévoir les réactions du gouvernement parce que c'est toujours un peu inattendu tout ce qu'ils font là. Mais et pas très cohérent. Mais ils ont surmonté quand même le pire qui les menaçait. Quand la police s'est mise en grève, quand
Quand il y a eu des fraternisations entre les CRS et les manifestants, là, ça devenait vraiment très dangereux. Parce qu'il n'y avait plus rien entre le gouvernement et la rue, même. Ça n'aurait pas été une révolution, parce que c'est autre chose, justement, de faire une révolution. Mais c'était une situation qui aurait été excessivement embarrassante. Là, ils ont peut-être par hasard ou parce ils ont voulu le faire par choix, ils ont réussi justement à créer, à exploiter les situations de violence entre la police et les manifestants. Je ne sais pas si c'est le hasard ou si ils ont vraiment voulu fixer Il y avait un responsable de la police qui disait c'est toujours la police qui fixe le niveau de violence. Et c'est en général vrai. C'est en général vrai. Alors là, je sais pas si tout ça est vraiment calculé, calculé, concerté. Je suis anti-complotiste. Il y a une répression quand même assez dure de la part de la police. Mais je crois qu'ils décident souvent dans le brouillard. Et en connaissant beaucoup moins le pays et les mécanismes qui font qu'il y a des rapports de force que leurs prédécesseurs, qui s'appuyaient sur des partis politiques anciens et sur des gens d'expérience. Voilà. Donc, tout le monde est dans le brouillard. Conclusion de cette réunion. On s'arrête 15 jours parce que c'est les vacances universitaires.